Bienvenue pour cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous allons parler du groupe Dassault puisque l'actualité est chargée pour Dassault. Éric Trappier prend la direction de l'ensemble du groupe Dassault et donc c'est l'occasion de revenir sur l'histoire de cette entreprise, de cette pépite, cette réussite industrielle française et de voir quelles leçons on peut en tirer, des leçons à la fois économiques et géopolitiques. Alors, très brièvement, je reviens sur l'histoire du groupe Dassault, brièvement parce qu'il y aurait énormément à dire, mais c'est bon au moins de rappeler les principales phases. La naissance du groupe s'est faite en plusieurs dates clés. La première, c'est en 1915, quand Marcel Bloch dessine ce qu'on appelle l'hélice éclair, une hélice qui a été adaptée aux avions français de la Première Guerre mondiale et qui assure notamment une partie de la victoire des forces françaises durant ce conflit. Donc Marcel Bloch est un ingénieur qui conçoit ces hélices et on est vraiment au tout début de l'aviation. C'est la première fois qu'on fait usage d'avions dans un conflit et surtout qu'on en fait usage dans un but offensif et non pas uniquement pour faire du repérage. Et puis ensuite, après la fin de la Première Guerre mondiale, avec des associés, il se lance dans la production d'avions avec une première difficulté qui est de passer d'une aviation de guerre à une aviation civile. Et en effet, le gouvernement français cesse d'acheter des avions de guerre, ce qui d'ailleurs a pesé ensuite au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne étant beaucoup mieux équipée en aviation militaire. Il n'empêche que ce groupe d'aviation se développe avec un premier écueil en 1936, l'arrivée au pouvoir du Front populaire qui décide de nationaliser une partie de l'industrie et notamment l'industrie aéronautique. Alors il y a eu deux moments où l'entreprise Dassault a été nationalisée, 1936 et puis ensuite 1981 avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Et justement, en 1981, voulant éviter ce qui s'était passé en 1936, eh bien, Marcel Dassault a œuvré pour éviter une nationalisation complète et une entrée de l'État au capital, mais il n'y a pas eu de nationalisation complète et donc l'entreprise a pu survivre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Marcel Bloch participe à des actions de résistance, c'est-à-dire enlevé et déporté en camp de concentration. À cette occasion, il va changer de nom et donc prendre le patronyme de Dassault, ce qui ensuite donne le nom à l'entreprise. Et puis, dans les années 1950-1980, l'entreprise se diversifie, notamment dans l'informatique, dans l'aviation civile, c'est toujours le cas aujourd'hui avec notamment les Falcon, et puis la mise au point d'avions militaires qui font le succès des armes, notamment le Mirage 2000, et puis ensuite le Rafale. En 1986, c'est le fils de Marcel qui lui succède, Serge Dassault, et puis aujourd'hui donc Éric Trappier qui prend la tête du groupe. Le groupe Dassault qui est extrêmement diversifié, là on a de l'aviation civile, de l'aviation militaire, également de l'immobilier, du vin également, et puis les médias, puisque le groupe Le Figaro appartient au groupe Dassault, ainsi que des développements de tout ce qui est informatique, numérique, notamment à travers l'entreprise Dassault Systèmes. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir comme élément un petit peu saillant de cette histoire qui a plus d'un siècle? La première, c'est qu'on a une entreprise fondée par un ingénieur, enfin même par plusieurs ingénieurs, ils étaient plusieurs à l'origine, et qui est aujourd'hui toujours dirigée par la même famille, la famille Dassault, une entreprise indépendante, privée, mais qui fait une activité hautement sensible puisqu'il s'agit d'instruments militaires. Et donc il y a évidemment un lien avec les États, puisque ce sont des États qui achètent les avions militaires, et on voit que cette industrie s'est développée autour du secteur privé, et non pas d'une intervention étatique, ni dans la conception, ni dans la réalisation. Et l'autre enseignement qu'il faut tirer, c'est que la France a été le territoire de l'invention et du développement de l'aéronautique. Ça a commencé avec les frères Montgolfier en 1783, avec le premier vol en ballon dirigeable. Alors ça nous paraît aujourd'hui un petit peu ancien, mais enfin c'était quand même un élément très important que de développer ce vol en ballon dirigeable. Et puis ensuite les premiers essais d'aviation, fin 19e, début 20e siècle, notamment dans la région d'Orly, qui aujourd'hui
un des principaux aéroports en Europe, mais qui, dès l'origine de l'aviation, a vu le développement d'essais d'avions, notamment Charles Nungesser, celui qui a traversé l'Atlantique avec l'oiseau blanc, eh bien, avait développé une école d'aviation dans la plaine d'Orly. Donc la France est vraiment le berceau de l'aviation, le pays où s'est développée l'aviation. Alors on a Dassault, on a aujourd'hui Airbus, mais ça a été vraiment le creuset industriel, ce qui montre aussi l'importance de cette industrie, bien évidemment. Une autre idée forte qui me paraît intéressant, c'est le rapport entre le local et le global. En géopolitique, on étudie toujours les rapports de force entre les territoires, les rapports de force entre différentes échelles territoriales. Et ce que l'on voit, c'est que la plupart des clients de Dassault sont des clients internationaux. Dassault vend à la France, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel de ses clients. Et donc, Dassault est une entreprise éminemment internationale. Mais dans sa production, on a une entreprise qui est nationale. Et on a aujourd'hui des usines Dassault ou des usines qui participent à la production des unités du Rafale sur l'ensemble du territoire. Vous avez un tiers des pièces ou de l'assemblage du Rafale qui sont réalisés en Île-de-France, 20% pour l'Aquitaine, 20% pour l'Occitanie, donc on fait 40% pour le Grand Sud-Ouest, et le reste c'est réparti sur l'ensemble du territoire. On a des usines en Bretagne, on en a en Corse, on en a dans le nord, dans le sud-est. Donc on a un avion, je parle pour le Rafale, hein, qui est, dont la conception, la production met en valeur l'ensemble du territoire français. Que ce soit la conception des pièces, l'assemblage, les essais. Il y a énormément de pièces, évidemment, hein, le cockpit, les manettes, les roues, le train d'atterrissage, tout ça est extrêmement complexe. Et donc on voit que ça a une incidence sur le maillage territorial et sur le développement territorial. Et donc on a bien ce rapport entre le local et le global. Une entreprise qui exporte et qui vend à l'international, eh bien ça rapporte de l'argent, mais ça rapporte aussi des emplois, ça rapporte du développement sur le territoire français. Et pas uniquement pour la région Île-de-France, mais aussi pour des régions peut-être un peu plus reculées, un peu plus périphériques. Donc on a bien l'ensemble du territoire, notamment dans le cas du Rafale, qui est tiré vers le haut. Un autre enseignement qui me paraît important, c'est le rôle crucial de l'innovation. L'innovation, ça commence avec l'hélice éclair en 1915, ça se poursuit avec le Mirage 2000, avec le Rafale, avec le développement de Dassault Systèmes. Et souvent, on parle du principe que si une entreprise se développe, c'est chose normale. Non, ce n'est pas normal. Dassault aurait très bien pu disparaître en 1936, en 1981, aurait pu disparaître parce qu'elle aurait été dépassée dans les années 1970. Donc il n'y a rien de normal. Une entreprise, elle doit sans arrêt se développer, innover. Le Mirage 2000 était un avion de pointe quand c'est apparu, c'est un avion dépassé aujourd'hui. C'est pareil pour le Rafale. Aujourd'hui, c'est de pointe. Dans 10 ou 15 ans, ça sera dépassé. Et donc, il y a toujours cet enjeu de bien former les personnes et d'être toujours à la pointe de l'innovation. Et puis, je terminerai par le cas Éric Trappier, qui est très intéressant à étudier parce qu'on a là un pur produit Dassault. Il a fait une école d'ingénieur qui n'est pas parmi les grandes écoles d'ingénieurs reconnues. Il est rentré à Dassault à l'âge de 24 ou 25 ans. Et il a fait toute sa carrière dans l'entreprise. Donc il la connaît parfaitement, et aujourd'hui il en est le numéro 1. Et donc on a là un cas intéressant où on voit bien qu'une entreprise, elle a intérêt aussi à former des gens en interne et à les faire monter. Une entreprise est beaucoup plus forte si on a assez peu de changements. Une entreprise où il y a beaucoup de démissions, beaucoup de va-et-vient, c'est une entreprise qui va être fragilisée. Alors, évidemment, le danger, l'inverse, c'est que s'il y a trop de gens qui restent dans l'entreprise et qu'il y ait peu d'apports extérieurs, c'est que l'entreprise finisse par se fossiliser et par ne plus avoir la culture de l'innovation. Donc, il faut aussi avoir un peu de sang frais et un peu de sang neuf. Mais on voit bien que la stabilité, notamment dans les dirigeants, est une chose importante. Depuis sa fondation, Dassault a connu 4 dirigeants. Marcel et Serge Dassault, Charles Delsten et Éric Trappier, enfin 4 dirigeants principaux. Après, il y a évidemment les dirigeants pour les différentes branches. 4 dirigeants en plus d'un siècle d'existence, on voit que c'est quand même une remarquable stabilité. Et donc c'est ça aussi qui permet à une entreprise de se développer, cette stabilité, ce soin apporté aux salariés.
Donc voilà les quelques éléments brièvement tracés, évidemment, on pourrait largement approfondir, mais qui permettent de tirer quelques enseignements de l'expérience Dassault. On a là un très beau fleuron de l'industrie française, ça vaut le coup aussi de le souligner, dans une actualité qui est parfois un petit peu morose. Il faut aussi se réjouir de ce qui fonctionne et de ce qui se développe.